Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Dans cet épisode enregistré à Ubud à Bali, je reçois Magali, danseuse, chorégraphe et fondatrice de Figure de Femme, son école de danse et sa compagnie. Ensemble, nous revenons sur son parcours ces 4 années passées en Chine, où elle a découvert sa passion pour l'enseignement, les leçons que le voyage lui a apportées et les expériences qui ont façonné la femme qu'elle est aujourd'hui. Puis Magali nous emmène aussi dans les coulisses de son aventure entrepreneuriale, avec donc la compagnie et l'école de danse. Elle nous raconte les défis, les difficultés, mais aussi les grandes joies qui accompagnent de tels projets. Nous parlons également de confiance en soi, de féminité et de la manière dont la danse en talons peut devenir un véritable outil d'émancipation. Magali partage avec beaucoup de sincérité son propre cheminement et de tout ce qui l'ont poussée à évoluer, à écouter son corps et à oser croire davantage en elle. On évoque aussi le yoga, une pratique qui a considérablement transformé sa façon de bouger, d'enseigner et de prendre soin d'elle. Un échange qui est inspirant autour du voyage et de l'entrepreneuriat, mais aussi du mouvement, de la résilience aussi, et de cette conviction que le corps peut parfois nous guider là où notre esprit n'ose pas encore aller. Belle écoute! Salut Magali! Salut! Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ouais. Bien contente, oui, de faire ce podcast avec toi. Bah oui, et puis ça s'est fait vraiment de manière bien spontanément, Ouais. parce que pour remettre un peu dans le contexte pour les personnes qui nous écoutent, on est actuellement en voyage à Bali et on est à Ubud, précisément dans un petit café là actuellement. Et en fait, Magali, je l'ai croisée par hasard dans un centre de yoga qui s'appelle donc le Yoga Barn, qui est très connu ici à Ubud. Et sur le moment, j'ai pas réalisé, j'ai bugué en fait. Quand je t'ai vue, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment elle? Oui, effectivement, ses stories montrent qu'elle est actuellement à Ubud. Exactement. Et puis du coup, on s'est dit qu'on allait enregistrer un épisode de podcast 2 jours après qu'on se soit vu. Et on s'est rencontrés lors d'un événement que Martiane a organisé. À Lyon, oui. On était toutes les deux à l'affiche de l'événement, toi pour le Hills, moi pour le Pilates. Et coucou à Martiane du coup depuis Bali. Coucou Martiane. Si tu nous écoutes. Comment avant de poser les questions habituelles qui est présente toi, etc., comment tu te sens toi aujourd'hui là au Ubud, à Bali, pendant ce voyage qui est un voyage rien que pour toi? Bon, exactement, un voyage rien que pour moi. Écoute, je me sens apaisée, Ouais. je me sens sans stress, Mm. revigorée, on va dire, et moins fatiguée. Mm. Parce que j'étais très fatiguée ces derniers temps, donc ouais, ça fait qu'une semaine que je suis là, à Ubud, un peu plus là aujourd'hui même, et très contente de ce voyage. Ouais. Voilà, il s'est passé plein de choses dans mon corps et dans ma tête depuis que je suis arrivée, donc je suis bien. Tu as participé, tu me disais, à plein de cours Ici déjà, Ouais. ici à Ubud. Ouais. Est-ce que c'était une intention de venir à Bali justement pour prendre soin de ton corps et aussi de ta tête en participant à tous ces cours, ou est-ce que ça s'est fait là en arrivant, tu t'es dit mais en fait je suis dans un endroit où il y a plein de choses qui se passent, allez feu, je vais faire des cours de yoga, des cours de... Non, c'était, je voulais faire ça en arrivant. Alors, je voulais arriver à Bali en prenant soin de mon corps, effectivement, pour me reposer. Et puis, c'était un petit rêve, ce voyage, depuis 2 ans, que j'ai repoussé à chaque fois parce que la vie a fait que.
Mais aussi, je voulais partir à Bali pour évidemment faire du yoga. Ouais. J'ai vu du coup les publications de The Yoga Barn, d'autres écoles de yoga à Ubud, donc principalement à Ubud, parce que Ubud pour moi c'était une évidence de venir ici, parce qu'on sait que c'est un peu la ville de la guérison émotionnelle et spirituelle. C'est très spirituel ici, même si toute l'île est spirituelle. Ubud ça l'est plus, et c'est là que je voulais aller principalement. Et donc aussi pour me comprendre moi-même, me guérir sur plein d'aspects et faire du yoga, effectivement. Donc oui, j'ai fait plein de cours, enfin plein, au moins un cours par jour. Ouais, ce qui est quand même bien. Voilà, c'est déjà bien. Oui. Ça fait à peu près 7 cours. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu participes à un cours comme ça à l'étranger? On en parlera, tu as été déjà professeur de danse à l'étranger, notamment en Chine. Mais là, en tant qu'élève, en tant que pratiquante, qu'est-ce que ça te fait de pratiquer ici? Je suis moi-même, en fait, j'ai envie de te dire. Je sais pas comment expliquer ça. Prendre des cours ici, alors prendre des cours de yoga, parce que du coup je prends pas des cours de danse ici, je prends des cours de yoga, même si je donne des cours de yoga aussi. Honnêtement, je me préfère en tant qu'élève de yoga. Parce que je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Quand je donne des cours de yoga, je suis plus dans la réflexion. Et du coup, je me lâche pas complètement en donnant des cours de yoga. Mais en prenant des cours de yoga ici, à l'étranger, surtout dans une ville où c'est très très spirituel, où tu sens qu'il y a une énergie certaine, je sais pas, la connexion se fait plus. Même si, là, si on parle de The Yoga Barn, pour moi, The Yoga Barn, il y a beaucoup de monde. Oui. Beaucoup de monde. C'est un peu l'usine, je trouve, parce que vraiment beaucoup de monde. Mais ça n'enlève pas, en fait, la qualité du cours et la qualité de ton ressenti, en fait, dans le cours. Donc, je me sens bien en prenant des cours ici à l'étranger de yoga. Ouais. Mieux qu'en France, j'ai envie de te dire. Ouais. Je pense que l'environnement s'y prête. C'est ça. L'environnement y est pour quelque chose. Que ce soit Yoga Barn, même si c'est l'usine, c'est vrai qu'on est entouré de verdure. Enfin, il y a une âme qu'on ne trouve pas forcément dans un studio qui est peut-être un studio plus froid quand on est en France par chez nous. Exactement. Et c'est différent. C'est quand même bien différent, je trouve aussi ici. Les cours n'ont pas la même saveur. Exactement, d'accord. C'est exactement le mot. Tu m'as dit, quand on s'est croisés, tu m'as dit, je ne sais plus comment tu l'as dit, comment tu l'as tourné, mais tu m'as dit, j'ai l'habitude en fait d'anticiper tout ce que je fais quand je suis en France. J'ai l'habitude de contrôler mon emploi du temps, etc. Est-ce que tu as cette facilité à lâcher prise quand tu te trouves dans ce genre de milieu-là? On va dire que j'ai pas eu le choix, en fait. Ouais. J'ai pas eu le choix et ça a commencé avant que je parte. Okay. Pour la petite histoire, 10 jours avant que je parte, la compagnie aérienne m'envoie un mail en me disant soyez sûr de la validité de votre passeport. Et mon passeport n'était pas valide, en fait. Il avait une validité de 4 mois alors qu'il fallait 6 mois. Voilà. Et moi, j'avais pas fait gaffe. Je me suis dit, 4 mois, ça passe. Du coup, j'ai mis 10 jours j'ai stressé pendant 10 jours pour avoir mon passeport, mais parce que je l'ai fait en urgence. Oui. Franchement, j'ai eu un peu de... C'était passé à un poil de cul près, on va dire. Franchement, j'ai eu de la chance. C'est parce que le jour même où j'ai reçu le mail, j'ai fait toutes les démarches pour avoir mon passeport. Le formulaire, j'ai payé le timbre fiscal, rendez-vous en mairie, pas ta caisse. Ah oui. Voilà, bref, ça a été envoyé le jour même à la préfecture. Donc, ravie. Et je l'ai eu 2 jours avant de partir. Donc, j'étais comme ça en stress pendant une semaine avant d'avoir mon passeport. Mais j'ai quand même... essayer de lâcher prise parce que je me suis dit de toute manière, voilà, si je l'ai pas, je pars quand même. Même si je dois repousser mon billet d'avion, je pars quand même. Donc j'ai essayé tant bien que mal de lâcher prise. Donc ça a commencé déjà là. Et effectivement, donc là je pouvais rien contrôler en plus, tu vois, avec l'histoire du passeport. Ah bah oui. Voilà, je pouvais pas contrôler ça. Il y a eu d'autres histoires qui se sont passées ici qui ont fait que mon logement a été annulé. J'ai pas eu le choix que de lâcher prise aussi, de me dire... Au lieu d'être ok, mon logement a été annulé, il faut que je trouve vite quelque chose parce que je sais pas où dormir. En fait, j'avais encore le temps et je me suis dit non, Mag, lâche prise, en fait, profite de Ubud. Voilà, exactement. Tu trouveras ton logement à 6 domaines 2 jours avant de partir, quoi. En fait, c'est pas grave. Alors que je suis effectivement de base tout dans le contrôle, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit comme ça.
Voilà. Et du coup, là, j'ai lâché un petit peu et je me suis dit, bah, c'est pas grave. De toute façon, ici, tu peux trouver des logements de partout, Oui. du jour au lendemain, à la minute près. Donc, en Oui, vrai, hyper c'est facile. pas grave. Mm. Donc, j'ai lâché pour ça. Et ouais, même pour tout le reste, en fait, je lâche prise, vraiment. Je suis complètement détendue. J'ai pas mal au corps, j'ai pas mal au ventre. Ouais, bah, on parlait tout à l'heure de nos maux de ventre liés aux règles, etc. On sent effectivement, on disait justement que bah, on a toutes les deux nos règles un peu au même moment et qu'on avait vachement moins de douleur parce que justement charge mentale en moins, stress en moins. Donc oui, l'environnement ici, il est tellement paisible et agréable que notre corps ne peut que se détendre. Exactement. Mais en même temps, enfin, je sais pas toi, mais moi je trouve que émotionnellement parlant, ça bouscule beaucoup ici. J'ai jamais ressenti autant d'émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, tout ça poussé à un extrême assez fort. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que tu te retrouves avec toi-même, les rencontres fait que ça va nourrir ton introspection, etc. Et les émotions, sont décuplées. Ouais, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Avant de parler de la Chine, la question la plus classique que je pose au tout début du podcast, c'est la présentation. Bien sûr. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Magali. Que fais-tu dans la vie? Ah oui, je m'appelle Magali, Maggie. Je suis plus connue sous le nom de Maggie, voilà. Je suis à Lyon, moi j'habite à Lyon, mais d'origine savoyarde. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis danseuse professionnelle et professeure de danse. Et puis depuis tout récent, je suis directrice et gérante de ma propre école de danse qui s'appelle Figure de Femme Dance Studio, qui avant était une compagnie. Voilà, ça fait 7 ans maintenant que j'écris cette compagnie qui s'appelle toujours Compagnie Figure de Femme. Et de là, s'en est découlé l'ouverture de l'école de danse qui s'appelle Figure de Femme Dance Studio. Waouh! Voilà. Encore félicitations. Merci. C'est trop bien. On en parlera du coup de l'école et de la compagnie. Oui. Et du coup, avant ça, tu me disais que tu avais vécu 4 ans en Chine. Oui, c'est ça. Et que c'est à cet endroit que tu as commencé à enseigner? Ou tu avais déjà... J'avais déjà donné quelques cours avant, mais très léger, très peu. Et c'était pas mon dada, honnêtement. Je me trouvais pas super en donnant des cours de danse. Mais j'aimais bien créer. Pour le coup, j'aimais bien créer des chorégraphies. Ça datait bien d'avant, on va dire, que je donne des cours. Mais j'ai toujours préféré danser pour les artistes, danser sur scène, voilà. Mais j'aimais quand même bien créer. Donc, mais par contre, c'est en étant en Chine que j'ai beaucoup donné des cours et que j'ai apprécié donner des cours là-bas. Est-ce que tu veux nous raconter un peu cette expérience? Oui, bien sûr. Parce que j'imagine, enfin je sais pas, c'est ce que je pense, mais peut-être que je me plante totalement. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de professeurs occidentaux qui enseignent en Chine? Parce que ton public était un public majoritairement asiatique, ou il y avait quand même des occidentaux? Oui. Après, à l'époque où j'y étais, parce que c'était quand même je suis revenue il y a 12 ans. Donc, c'était il y a 15 ans, quoi. Le truc, en fait, ça date, hein. Ça date grave. À l'époque où j'étais, j'étais... pas la seule, mais une des seules, en fait, prof étrangère à enseigner là-bas. Et en plus, ça a forgé mon anglais, du coup, parce que j'enseignais en anglais. De temps en temps, un peu en chinois. Je sortais des petits mots en chinois, en mandarin. Donc, j'étais à Pékin. Après, j'ai fait Shanghai. Après, j'ai fait toute la Chine, en vrai. Je suis partie de partout pour enseigner, donner des stages là-bas, voilà. Mais je faisais pas que ça, je dansais aussi donc pour des artistes. Je faisais plein de trucs à travers la danse, honnêtement. Je dansais pour des artistes, pour des concerts. Moi, je suis partie un peu en tournée aussi. Ça date, hein. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, évidemment, donner des cours, en fait, c'est devenu ma passion, en fait, là-bas. Et j'enseignais effectivement à des Asiatiques. J'avais très peu d'Occidentaux qui prenaient mes cours. Donc c'était... Et puis, le dernier enseignement que j'ai fait sur une année complète, c'était à Pékin. Et c'était une école de formation de danse. Donc une école de formation artistique, danse, chant, théâtre. C'était incroyable. La plus grosse école de Pékin, en fait. Et j'étais prof là-bas. Donc, qui lui connaît. Excellent. Mais tu es allée en Chine parce que tu avais...
Enfin, tu voulais danser là-bas, enfin, ou Pas du c'était tout. pas du tout. Pas du tout, c'était pas du tout ce que je Ok. voulais. Ah Ouais, non. En fait, j'ai été envoyée là-bas parce qu'il y avait, pour la faire courte, j'ai eu une amie qui a décroché un contrat pour Pékin Ok. et elle n'a pas voulu y aller, elle pouvait pas y aller, du coup elle m'a donné ce contrat Donc en tant que danseuse. en tant que danseuse. D'accord. Donc j'ai décroché le contrat, du coup j'y suis allée. J'avais un contrat de 6 mois, sauf que ça s'est très mal passé. Ah, ok. Et je suis rentrée au bout d'un mois avec tous les étrangers qui travaillaient avec moi. On est tous rentrés en même temps. On a pris notre billet d'avion du jour au lendemain. Rentrée en France? Rentrée en France, Ok. ouais, sans le dire au boss, à la personne qui nous avait engagés. On Ok. a annulé le contrat et tout, on s'est barré. Ok. Ouais. Parce que ça s'est vraiment très mal passé, Ok. très grave quoi. Ok. Et de ce fait, je suis rentrée en France, j'ai pleuré dans les bras de mes parents. J'ai dit plus jamais, Plus jamais je repars. plus jamais je vais là-bas. Et en fait, malgré moi, 6 mois après, j'ai passé un casting à Paris et on m'a pas dit pour quel pays c'était, enfin pour où c'était, c'était quoi le truc. Je savais juste que c'était pour danser pour des artistes et tout, etc. Et en fait, j'ai été prise et à la fin, on me dit c'est pour Pékin, en Chine. Mais j'ai dit non. foutez de ma gueule. C'est pas J'en possible. sors. Ça fait 6 mois que je suis rentrée et tout. J'ai dit bon, de toute manière, en plus c'était très bien payé. Je me dis, vous nourrez, logé, le contrat avait l'air beaucoup plus carré. Hein. Donc je me suis dit au cas où, même si ça se passe mal, je suis pareil, hein, je me barre. Oui. Voilà, je suis libre, je fais ce que je veux. Ouais. Donc, du coup, j'y suis repartie. J'ai eu un contrat de 3 mois. Et en fait, je suis restée. Après, j'ai prolongé Combien de mes temps visas. Après, je faisais des go and back aussi. Je suis revenue 3 mois. Après, je suis repartie. Et après 3 ans d'affilée, en fait, non-stop. Où il y a eu un an où j'ai fait un peu aller-retour. Oui. Et après, il y a eu 3 ans où je suis restée là-bas. Voilà. Ah ouais, dis donc. Ouais. C'était pour qui du coup quand t'es retournée en Chine pour le contrat? Quand je suis retournée en Chine quand j'ai eu mon contrat de 3 mois, c'était pour un club parce que alors là-bas, les clubs, les boîtes de nuit ne sont ne sont pas comme les boîtes de nuit en France. Okay. C'est-à-dire c'est un vrai show quoi. Il y a une vraie scène et tout, etc. Donc on faisait des vrais shows chorégraphiés et tout, etc. On était 3 et en même temps je dansais pour des artistes. Donc j'ai rencontré une équipe, on va dire une école de danse et un dirigeant d'école de danse qui lui engageait des étrangers pour tourner avec des artistes chinois et j'ai été prise là-dedans aussi, donc du coup je faisais plein de trucs. Après j'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré d'autres gens qui ont fait que du coup j'ai pu aussi tourner avec eux. J'ai fait plein de trucs honnêtement, vraiment plein de choses et en même temps je donnais des cours. Voilà. Et en même temps, tu donnais des cours. T'avais le temps quand même de. Vu que c'était la nuit, du coup. Oui. T'avais le temps le jour de donner des cours. Exactement. Mais la fatigue, ça allait. Non, franchement, déjà non, ça allait. Ça allait. Donc après, je donnais pas des cours, je donnais pas 10 cours de danse par semaine, tu vois. C'était 2-3 heures par là, par-ci par-là, plus des workshops et tout de temps en temps. Après, j'avais calmé aussi un petit peu le fait de danser un peu plus pour les artistes et sur scène. Donc je donnais beaucoup plus de cours, notamment l'année où j'étais en formation, où je donnais des cours dans les écoles de formation. Voilà, là-bas, en fait, je dansais plus. Je donnais principalement que des cours dans cette école. Et ton anglais était rodé du coup? Oui, franchement, ça allait bien. Ok. Ouais. Et le public, c'était quoi? C'était des enfants, des adultes? Non, ils avaient la vingtaine, on va dire, entre 15 et 20 ans. Et là, maintenant, si on fait un bond de plus de 15 ans, du coup, et que maintenant tu enseignes en France, etc., est-ce que tu trouves qu'il y a une différence sur plein de points, mais je ne sais pas, en termes de discipline, l'attention que les gens vont porter à leur cours? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques de différent entre les Asiatiques et les Français? Alors, à l'époque où j'y étais, les Asiatiques, pour moi, sont très concentrés. En fait, ils sont perfectionnistes. En France aussi, hein, je dirais, mais je trouve qu'ils n'ont pas le même visage quand ils sont focus. Okay. Tu vois, la même mentalité que les Français, par exemple. Donc, les Asiates, pour moi, puis ils étaient jeunes, hein, 15-20 ans, je veux dire, c'était des enfants. Oui, mais justement, à 15 ans, c'est un peu l'âge où tu peux te rebeller, machin. Mais justement, cette école de formation, je prends vraiment cet exemple-là parce que le reste, après, je donnais des stages à droite, à gauche et tout, mais vraiment, l'école de formation où j'étais, je ne sais même plus comment elle s'appelle, en plus, Beijing... Dance Academy. Non, il n'y avait pas le mot dance dedans, je sais plus, je te retrouverai le nom quelque part. En fait, ils étaient déjà depuis petits, en fait, ils étaient dans cette école-là, si tu veux. Donc, ils avaient déjà un très bon niveau, on va dire, dans l'école, tu vois. Et donc, ils étaient déjà formés, en fait, formatés pour être à l'écoute de tout. Être disciplinés. Voilà, être disciplinés. Après, même quand je donnais des stages à droite, à gauche dans la Chine, parce que je suis allée de partout,
pareil quand même, ils étaient quand même assez... C'était un stage, donc en vrai, ils étaient focus, ils étaient là pour s'amuser, mais ils étaient tout aussi focus. Le niveau était quand même pas mal, honnêtement, de ce que j'ai pu avoir. Et je n'ai pas des cours de heels là-bas, c'est des cours de street jazz et des cours de hip-hop aussi. Donc j'ai fait les deux. Et tu vois, par exemple, moi, si je compare avec mon monde à moi, qui est la bachata, quand je vois des danseurs internationaux intervenir dans les pays asiatiques, alors je ne sais pas si c'est particulièrement la Corée ou la Chine ou ailleurs, mais on a l'impression, quand on regarde les vidéos, qu'ils sont hyper expressifs. Tu sais, quand les danseurs dansent, performent, ils vont être là à crier, à soutenir, etc. Est-ce que tu ressentais ça aussi ou pas spécialement, parce qu'on parle de la discipline, mais est-ce qu'ensuite il y avait l'autre versant d'être méga expressif, de soutenir les autres ou... Non, pas forcément. Non, j'ai pas eu ça moi. Je pense qu'il y avait beaucoup de timidité. Parce que à l'époque, parce que quand même, ça remonte à il y a 15 ans le truc, ils avaient peut-être pas l'habitude d'avoir quelqu'un d'international en fait. Surtout qu'à l'époque, j'étais blonde aux yeux bleus, blanche de peau, tu vois. T'es pas rouge, j'étais pas. Si, après je suis devenue rouge après avec le temps. Mais effectivement, non, ils étaient très intimidés en fait, je pense par moi. Par une étrangère en fait qui venait leur enseigner. Donc c'est pour ça je pense qu'ils étaient très à l'écoute. Mais bon, je les mettais à l'aise, donc à la fin ça allait, tu vois. Mais non, il n'y avait pas eu trop d'encouragement, je trouve. Il y a plus d'encouragement en France. Même si en France, on sait que dans les cours de danse, il y a un peu de jalousie, tu vois, d'envie. Tu ressens cette envie-là, cette ambiance-là, en fait, dans certains cours, tu vois, cette petite jalousie à travers les uns et les autres. Il y a quand même des encouragements, enfin, on applaudit, quoi, dans les cours, on met l'ambiance. Et moi, en Chine, j'ai pas eu ça. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Enfin, qu'est-ce que tu as appris là-bas qui t'a aidé ensuite en revenant en France pour enseigner? Tout. Honnêtement, tout. Moi, en fait, en 4 ans, j'ai tellement évolué. J'ai tellement grandi, en fait. Et j'ai pris du bagou, en fait. J'ai appris à taper du poing sur la table, à m'exprimer aussi, parce que avant ça, j'étais un peu plus réservée. Ma mère, elle a toujours dit que quand j'étais ado, j'étais un peu une ado rebelle, chiante, voilà. Rebelle, mais rebelle, quoi. La couleur voilà. de tes cheveux me fait penser. Je pense pas que je sois la seule à te le dire, non? De quoi que tu sais, il y avait pas un Disney rebelle, justement, elle a les cheveux rouges. Rebelle? Oui, non Attends. Je regarde en même temps. On regarde. Rebelle, les cheveux ça te parle pas? Non, ça me parle pas. Un Disney? Ouais. Pourtant, je connais tous les Disney, mais Disney. Ça me parle pas. Si Bah oui. Ah Ça te parle pas? Non, ça me parle pas. Mais non. Ah, je vais le regarder ce soir. Mais non. Mais si. Ah non, je connaissais pas. Mais il date de quand? De 2012, ouais. Tu vois. Ah ouais. Ah 2012 j'étais en Chine, tu vois. 2012 j'étais en Chine. Ce film d'animation. Ok. Tu regarderas. Je regarderai, tiens. C'est moi, effectivement. Mais du coup, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, tu disais que ta mère te... Ouais, enfin, j'étais chiante à l'époque en ado, je tapais, enfin, j'étais toujours en train de râler, enfin, voilà. Et toujours en train de m'exprimer aussi. Mais après, je pense que les années ont fait que je me suis un peu plus introvertie. J'étais intimidée par la vie, en fait, par les autres ou quoi. Et en partant en Chine, j'ai retrouvé ma petite rébellion. Ouais. Et j'ai retrouvé, en fait, on va dire, ça m'a forgé, en fait. Génial. J'ai grandi, quoi. J'ai appris plein de choses. Est-ce que tu as une expérience, une anecdote marquante que tu te souviens encore aujourd'hui de quelque chose que tu aurais vécu sur place? Pour donner un exemple concret, tu vois, alors, je sais pas. C'est pas du tout le côté rebelle pour le coup, mais c'est ce que je retiens le plus, qui me marque le plus et qui me marquera toujours, c'est mon chat. En fait, c'est parce que je l'ai trouvé là-bas et j'ai vécu avec lui pendant 3 ans et je l'ai ramené en France. Donc c'était une super rencontre et ça le sera toujours, quoi, parce qu'il est encore à mes côtés aujourd'hui et il a 15 ans du coup. Ouais. Donc c'est un vieux papy. mais ouais, c'est lui en fait, c'est vraiment cette rencontre marquante que j'ai eue là-bas. Après, il y a eu d'autres rencontres, il y a eu d'autres événements. Si on parle d'événements professionnels, il y a tout eu en fait.
Il n'y en a pas eu un seul. En fait, il y a eu plein de choses là-bas. Et le chat, du coup, qu'est-ce que c'était cette rencontre? Comment s'est passée cette rencontre? Alors, je revenais d'une prestation. Bounty, tu m'as dit. Bounty, il s'appelle, ouais. Je revenais d'une prestation où j'ai dansé pour un concert. Je me rappelle plus de la presta. Je me rappelle que je rentrais là où j'habitais avec ma petite valise et tout. Et le chat m'a suivi du portail jusqu'à la porte d'entrée de là où j'étais. Et je lui dis, bah non, Mimi, je peux pas te laisser rentrer, je te connais pas et tout, c'est pas chez toi. Évidemment. Et en fait, il est resté là des heures et des heures devant le palier à miaou. Et j'étais là, mais je peux pas, enfin, qu'est-ce que je fais? Et j'étais toute seule dans le logement, là où je suis rentrée, sauf que j'habitais pas toute seule. Il y avait un chien déjà et il y avait 2 personnes, tu vois, avec qui j'habitais. Donc je pouvais pas faire comme je voulais, quoi. Mais bon, j'ai quand même pris le chat parce qu'il demandait beaucoup d'attention. Et après, j'ai demandé à la personne avec qui j'habitais si je pouvais le garder. Et oui, du coup, je l'ai gardé. Voilà. Il appartenait à personne? C'était un chat errant? Non, c'était un tout petit chaton. Il avait même pas 3 mois, en fait. Ouais. Donc, il était abandonné. Sa maman l'a peut-être laissé. Ouais, oui, comme font toutes les mamans. Voilà, mais du coup, non, je l'ai récupéré. Puis, je veux dire, il est resté comme ça devant la porte. Et il attendait qu'une chose. Il attendait. J'ai dit, bon, d'accord, ça veut dire je te garde, quoi. Voilà. Ouais, lui, tu l'as ramené et c'est fou de oui, dire je l'ai ramené et puis il m'accompagne depuis. Et puis s'il n'avait pas été là en fait pendant ces 3 années en Chine, peut-être que la Chine aurait été vécue différemment. Tu vois, ça a été mon gardien, ça l'est encore, tu vois, même en France. Je veux dire, puis je lui ai apporté de l'amour, il m'a apporté de l'amour, de l'affection aussi. Parce que n'empêche, en Chine, j'étais, même si je connaissais beaucoup de monde et que. Enfin voilà, je faisais beaucoup de choses. Voilà, j'étais toute seule, tu vois, j'étais seule, livrée à moi-même là-bas. Donc le fait d'avoir mon animal avec moi, d'avoir quelqu'un, voilà, avec exactement. toi tout le temps. Ouais, trop chou. À ton retour de Chine, du coup, tu fondes ta compagnie. Oui. Figure de femme en 2019. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné justement envie de créer ce projet? La compagnie, alors avant, donc. J'ai créé la compagnie 5 ans après mon retour de Chine. Ok, d'accord. Donc avant ça, pendant 5 ans, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. J'ai enseigné en France, donc à Lyon, le hip-hop déjà, hip-hop et street jazz. Je me suis fait connaître un peu comme ça d'abord. Et puis le féminin, la danse féminine j'ai toujours dansé très girly, très féminin, très sexy, voilà. Même quand je donnais des cours hip-hop, il y avait quand même cette part de féminité en moi. Et en fait, on va dire que c'est plus un élément de ma vie qui a fait que, plus on va dire une question de santé aussi. Il y a eu un déclic au niveau de ma santé qui a fait que, dont je tairai l'histoire, mais il y a eu un déclic en fait quelque part qui a fait que je veux créer une compagnie de danse. Je veux en fait avoir des femmes autour de moi et qu'on danse ensemble, juste qu'on échange en fait entre nous notre passion de la danse féminine, essayer de prôner la féminité et de prôner le mouvement féminin en fait et de mettre ça en évidence tout ensemble. Donc à la base c'était dans cet objectif là et j'ai pris des amis, des filles qui dansaient avec moi dans les cours, voilà, où on s'est dit on s'entraîne, on fait des petits trainings. Au départ c'était un peu amateur jusqu'à ce que ça devienne vraiment beaucoup plus professionnel. Okay. Donc la compagnie est devenue professionnelle peut-être 2 ans après que je l'ai créée. Et on a commencé à faire des spectacles, j'ai créé mon spectacle, j'ai engagé que des intermittentes du spectacle et voilà, on dansait sur talons parce que j'ai toujours dansé féminin, donc je me suis formée bien évidemment avant, donc je me suis formée en danse talon, je suis partie un peu partout. Et pourquoi avoir créé une compagnie si au début, tu disais pendant 2 ans, c'était entre amateurs, etc. Pourquoi le mot compagnie et pas collectif ou tu vois, parce que quand je pense compagnie, je pense spectacle, performance, public, etc. Donc niveau plutôt professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans justement? Je pense que j'ai dit compagnie parce que justement intérieurement je voulais que ce soit professionnel peut-être. Mais tu avais l'ambition déjà? J'avais une petite ambition, mais rien n'était sûr. En fait c'était vraiment dans un petit coin de ma tête. Mais non, je voulais que ça s'appelle compagnie. Et ça faisait depuis longtemps que tu avais envie de créer une compagnie de danse? Non, je crois pas, non. C'est venu comme ça un peu du jour au lendemain. Honnêtement, non, c'était... Ouais, j'ai pas eu...
ça s'est fait un peu comme ça en fait. Ouais, comme un petit déclic. Ouais, comme un petit déclic, voilà. Ça s'explique pas en fait. Tu sais, quand tu as des déclics comme ça, des envies soudaines. Ouais. Je me suis levé un matin, j'ai dit tiens, je vais faire du compagnie. C'était un peu ça en fait. Mais parce que je pense qu'il y a eu d'autres éléments avant qui ont fait que, qui m'ont emmené sur ce chemin-là, quoi. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était amateur. Donc on faisait des trainings les dimanches, voilà, de temps en temps, tout ça. Et puis après, ça a grandi en fait derrière. Et je voulais que ce soit plus professionnel, je voulais que ce soit. Puis aussi parce que les filles qui étaient amatrices, en fait, elles pouvaient pas tout le temps être là aussi, donc ça me saoulait d'organiser des choses. Alors que même si c'était amateur, tu vois, quand même, je voulais que ce soit un peu plus réglo et un peu plus structuré, voilà, exactement, tu vois. Et tu disais que au début, dans tes cours de hip-hop, etc., il y avait toujours cette part de féminité. Ouais. Comment tu l'expliques justement, cette présence féminine, cette féminité? Est-ce que tu as eu des cours tôt de, je sais pas, de cabaret, que sais-je? Non, même pas. Je sais que je suis partie tôt aux États-Unis, donc Los Angeles, et mes premiers cours là-bas, c'était très street jazz funk, street jazz, et il y avait pas mal de girls, c'était pas mal girlisé déjà, du verbe girliser, déjà là-bas, puis j'avais trop kiffé en fait cette vibe, et de là en fait après c'est devenu naturel, on va dire. Ça s'est développé. Ouais, ça s'est développé naturellement, ouais. Trop bien. T'as plein de casquettes, du coup, donc t'es directrice de ta compagnie. T'es professeur, t'es chorégraphe, puis ensuite t'es devenue directrice d'école. Ouais. T'as ouvert ton école du coup 6 ans après avoir créé ta compagnie, c'est ça? Ou c'est 6 ans après ton retour de Chine? Non, 6 ans après avoir créé ma compagnie. Je suis rentrée de Chine, donc en France en 2014. En 2019, j'ai créé donc du coup ma compagnie. Ouais. Et en 2025, du coup, j'ai ouvert l'école de danse. Oui. Ouais. Ok. Donc, il s'est passé quand même pas mal de temps avec la compagnie. Qu'est-ce que vous avez fait Avec la compagnie, on a quand même fait pas mal de spectacles. Ouais. On a mis... le premier spectacle a été joué en 2022, le premier grand spectacle. Avant ça, donc on a beaucoup fait de training. J'ai créé mon spectacle. J'ai pris quand même du temps à le créer. Donc, il y a eu 1 an avant. Donc le premier spectacle en 2022 et de 2022 du coup jusqu'à maintenant encore, on a joué sur scène, on a fait des spectacles beaucoup pour les jours de l'an, les 31 décembre. On se faisait connaître un petit peu à droite à gauche pour faire des petites prestats à droite à gauche aussi, pas forcément les spectacles, mais des petites prestations en fait. On était engagés pour des entreprises qui nous appelaient, des événements, tout ça. Donc, et quand tu dis un spectacle et ensuite tu as parlé des prestations, est-ce que c'est des tableaux du spectacle que vous repreniez pour en faire des prestations ou c'était des créas? Non, ça dépend. Ça dépend. J'ai 3 créas. J'en ai 3 ou 2? Attends, 1, 2, 3. Non, j'ai 3. J'ai 3 créations. J'en ai 2, pardon. J'ai 2 créations. Plus une qui va être bientôt sortie, qui est dans ma tête en fait, mais il faut que je la sorte vraiment physiquement parlant. Donc on va dire que j'ai 2 créations déjà faites. De spectacles? Non, c'est pas... Alors, 2 créations, on va dire que de 5 minutes, on va dire, voilà, que je propose comme ça de temps en temps sur des petits événements quand on nous appelle, tout ça. J'ai 2 spectacles, effectivement, 2 grands spectacles, donc un spectacle d'1h30 et un spectacle d'1 heure. 2 spectacles différents, mais toujours basés sur le même thème, donc la féminité, tout ça. Mon premier spectacle s'appelle Figure de femme, le nom de la compagnie. Et le deuxième s'appelle Diva, parce qu'on met à l'honneur toutes les divas, chanteuses, danseuses de ce monde, voilà. Donc voilà, donc ça c'est mes 2 spectacles plus mes 2 prestations comme ça. Et quand on nous appelle aussi, je peux proposer des petits passages du spectacle. Voilà, il y a des petits tableaux du spectacle que je prends comme ça, je leur dis bon, on peut vous proposer ça fait partie de notre spectacle. Le passage dure 3 minutes, voilà. Mais les 2 créations dont je t'ai parlé juste avant n'ont rien à voir avec le spectacle, elles ne sont pas dans le spectacle. Ok. Donc en fait, il y a aussi cette casquette d'entrepreneur événementiel, ce travail quand même de démarchage aussi pour faire connaître tes spectacles. Ouais. Je l'ai fait et puis là cette année j'ai engagé quelqu'un.
Et elle nous a eu d'ailleurs 2 dates en décembre, voire peut-être une 3e qui reste à être validée. Donc c'est dur le démarchage. Et il faut savoir que l'été, enfin moi je vise les théâtres principalement, parce que je trouve que notre spectacle il a sa place dans un théâtre. On a dansé pour beaucoup de monde, des événements, des campings aussi. On allait en camping les étés. On a fait une tournée de camping en 2024. On a fait une dizaine de prestations dans les campings, c'était ouf. Mais je trouvais que notre place, on l'a fait, mais notre place n'était pas forcément là, quoi. Pour moi, notre place, elle est vraiment dans un théâtre sur une vraie scène. Mais c'est dur pour les théâtres, financièrement parlant. Oui, parce que du coup, est-ce que ça te demande de demander des subventions ou, qu'est-ce que tu as appris sur le terrain, justement? Parce que, comme tu dis, c'est dur de démarcher, c'est un vrai métier, en fait, finalement. Je veux dire, toi, tu es danseuse de base, tu es professeure de danse, tu pas à démarcher... non, c'est pour ça que j'ai engagé quelqu'un. Ouais. Mais jusqu'à présent, comment tu as fait, justement, pour gérer ça? Qu'est-ce que tu as appris? Du coup, je vais reformuler ma question, c'est... Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie aussi d'avoir un spectacle et de le faire, d'être présent de présenter dans des théâtres, etc. Tout ça. On va dire que moi, mon spectacle, il n'a rien de, contemporain, comment on appelle ça, académique, voilà. Okay. Mon spectacle n'est pas académique. On est quand même sur des talons, c'est un spectacle féminin. Il y a pas d'histoire concrète, tu vois. C'est des tableaux, si tu veux. Il y a un fil conducteur évidemment, et puis on connaît la trame, les parties, et tout, etc. Mais il n'y a pas d'histoire à proprement parler. Donc c'est dur, les subventions. Non, moi j'ai même pas osé. En même temps, avec la conjoncture actuelle, comment tu vas avoir des subventions, c'est mort. Donc j'ose même pas. Il faut avoir les épaules solides. Pour le coup, c'est pas facile. C'est pas facile. Après, je ne suis pas encore une fois quelqu'un qui vient de l'académique. Enfin, si j'en viens. J'ai fait toutes mes formations ont été académiques, mais je veux dire, mon spectacle n'est pas académique. Il n'est pas contemporain. Il sort pas de conservatoire ou quoi qu'est-ce. Donc du coup, c'est plus difficile pour quelqu'un qui vient, je pense, peut-être du conservatoire ou qui a un spectacle à présenter un peu plus contemporain, qui a une création dans ce type-là. Je pense que ce serait peut-être un petit peu plus simple au niveau culturel, pour la culture, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit, pour présenter leur spectacle et pour le vendre. Pour moi, de mon côté, il y a ce côté où il est très urbain, même si ça ne l'est pas trop parce qu'on est sur des hills, tu vois, on est sur des talons. C'est un peu commercial, tu vois. Mais aujourd'hui, justement, surtout à Lyon, qui est quand même un bassin culturel énorme pour la danse, il y a la maison de la danse, etc. Alors oui, la maison de la danse, effectivement, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais il y a quand même pas mal de compagnies qui viennent de la danse classique, du classique, du contemporain ou autre. Mais il y a aussi la place pour les autres styles de danse, non, à Lyon? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est pas... mais on a déjà fait, en plus, à Lyon, qu'est-ce que je te dis? On a fait 2 spectacles dans un théâtre, là-bas. On a joué 2 fois là-bas. Après, c'est pour des petits événements. Mais c'est pas ce qui a marché le plus, on va dire. Ouais. Tu vois, c'est ailleurs. Genre, on est monté où? On est monté... Là, on va aller à Avignon, dans le sud, beaucoup. On a fait Paris, à côté. On a fait Troyes. On a fait ailleurs, en fait. C'est là où ça a marché le plus, tu vois. Donc, on a fait Aix-les-Bains, évidemment, chez moi. On aimerait bien faire Genève. Très bien. Faire un petit spectacle à Genève. Why not? Ouais, à tenter. Bah ouais. Mais c'est pas facile, parce que les théâtres, maintenant, ce qu'ils proposent... ils nous ont beaucoup proposé du 50-50. Donc, une coprod. Mais quand tu vas dans un théâtre qui est en Bretagne, en coprod, je veux dire, nous, on connaît personne en Bretagne. Donc là, la coprod, en fait, c'est kiff-kiff. Donc, il y a la part de com de chaque côté, tu vois, des 2 côtés. Ouais. Moi, je connais personne en Bretagne. Qu'est-ce que tu veux que je ramène des gens tu vois, pour venir nous voir. Mais quoique, peut-être que sur les réseaux sociaux, on nous suit certainement, peut-être. Tu vois, on voudrait venir nous voir, peut-être. À voir. Mais plus compliqué. Mais c'est compliqué, là où à Lyon, il y a une visibilité et puis il y a ta notoriété qui fait que c'est certainement plus facile d'attirer.
Et justement, là, aujourd'hui, tu es aussi directrice de ton école de danse. Est-ce que c'était un rêve, du coup, d'ouvrir son école? Absolument pas. Non, vraiment pas. Mon rêve, c'était vraiment la compagnie et d'être sur scène, de danser, continuer à danser. J'ai toujours dit absolument pas, Mag n'ouvrira pas son école de danse. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas ouvrir d'école de danse. Qu'est-ce qui se... Un manque de confiance. Okay. Je ne m'en sentais pas capable. Je ne voyais pas en fait diriger une école de danse. Quand je voyais toutes mes anciennes bosses de l'époque avec qui j'ai travaillé, où je me suis dit putain, elles ont du courage, comment elles font, tu vois. Elles ont les épaules pour. Elles ont les épaules pour. J'ai dit, moi, j'arriverai pas et tout. Donc en vrai, c'était un vrai manque de confiance et je voulais pas faire ça. Trop administratif, trop de tout quoi. Je me suis dit, je peux pas faire ça. Enfin, je m'en sentais vraiment pas capable, honnêtement. Et en fait, il y a 2-3 ans de ça, petit déclic. Voilà, petite chose de la vie qui a fait que ça a été très vite. On m'a planté une petite graine, mais vraiment, on m'a mis une graine sur la droite de mon cerveau, là, comme ça. Donc quelqu'un t'a... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé Toujours une question de santé. J'en reviens à ça parce que la compagnie aussi, le fait d'avoir créé la compagnie, c'était une question de santé. Et le fait d'ouvrir mon école de danse, c'était aussi une question de santé. Donc il y a eu quelque chose dans ma santé qui a fait que ça m'a ouvert un peu les yeux. Voilà, ça m'a ouvert un peu les yeux. J'ai été suivie par un thérapeute et tout, etc. Et ce thérapeute-là m'a planté cette petite graine. D'ailleurs, je ne lui ai jamais dit merci. On lui enverra le podcast. Ouais, il s'appelle Arnaud. Il faudra écouter à telle minute pour le passage. Mais en fait, c'est bizarre parce que tu vois, tu es la deuxième personne à qui je le dis en l'espace de 3 jours. C'est-à-dire la fille que j'ai rencontrée avant toi qui s'appelle Camille. Je lui ai parlé exactement du même sujet. Et je lui ai parlé d'Arnaud, justement, que c'était lui qui m'avait planté cette petite graine. Et que je lui en ai beaucoup voulu au début parce que je lui ai dit non, je n'ouvrirai pas cette école. Il m'a dit mais si, tu en es capable. Alors, il ne me connaissait pas le gars, mais c'était mon thérapeute de l'époque. Et je lui dis non Arnaud, et j'étais énervée contre lui, je tapais contre mon coussin, je criais dans mon coussin, je disais non, je ne vais pas faire ça, non. J'étais là, non et non. Je me souviens avoir quitté le téléphone avec lui parce que c'était... C'était par visio et téléphone, et énervée. Et je me suis dit, plus jamais je prends un rendez-vous avec lui. Et est-ce que tu sais maintenant, avec le recul, pourquoi tu étais énervée? Je pense que il avait touché un petit point essentiel, tu vois, en ma personne. Et parce que c'était ce manque de confiance qu'il avait touché, tu vois. Et c'était mon manque de confiance qui parlait, qui était énervé, qui disait non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Enfin, tu disais je ne veux pas, mais est-ce que c'est pas plutôt je ne peux pas? Je ne peux pas. Voilà, je disais je ne veux pas. Mais tu le voulais certainement. Est-ce que intérieurement, tu voulais pas te l'avouer que tu avais quand même cette envie-là de... C'est venu après. Hein. C'est venu après. Ouais, c'est venu après. Cette grande passion pour cette école de danse, c'est venu franchement après. Mais sur le moment, non. En fait, ça a mis du temps quand même. Hein. C'est que quand j'ai raccroché avec lui, donc je lui en ai voulu. Je lui ai dit jamais je prendrai rendez-vous avec lui. J'ai pas dormi de la nuit pendant des jours et des jours. En fait, ça a mûri dans ma tête. Cette graine, elle a pris de la place. Voilà, exactement. J'en ai parlé à mes amis de l'époque, avec qui je travaillais aussi, sur autre chose, où j'étais dans un autre spectacle à l'époque. Mais si, mais Mag, mais grave, tu peux grave ouvrir une école. Enfin, ils m'ont tous poussé en fait. Je me souviens de ne rien dire quand ils me parlaient et écouter simplement leurs conseils et leurs avis. T'avais besoin d'être rassurée du coup, qu'on te dise, pas qu'on te prenne par la main, mais qu'on te dise non mais si t'inquiète pas, tu peux y arriver en fait. Et est-ce que, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que t'as l'impression, vu que c'était une question de santé qui t'a fait amener à voir un thérapeute, est-ce que t'as l'impression que ton corps a parlé pour toi, pour te dire mais en fait la meuf tu dois peut-être faire autre chose tu dois peut-être évoluer et passer à un stade aussi supérieur et peut-être que là la vie actuelle t'amène telle ou telle chose Est-ce que tu as l'impression que c'est ton corps aussi qui t'a c'est mon corps qui m'a dit tu pourras plus Mag, tu vieillis, tu ne pourras plus en fait comme tout le monde, n'est-ce pas, tu ne pourras plus faire ce que tu fais indéfiniment. Il faut que tu trouves aussi
une autre voie, mais en restant en fait dans ta voie actuelle parce que tu aimes trop ça. Et effectivement, je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas abandonner la danse, je me vois pas, c'est pas possible en fait. Donc il y aura toujours je suis artiste de base, je suis née artiste, je resterai toujours artiste. Et du coup enseignante, peu importe l'enseignement, parce que là pour le coup j'enseigne aussi le yoga. Même si je préfère enseigner la danse encore une fois plutôt que le yoga. Je préfère être élève encore de yoga parce que le yoga, ça fait partie de moi depuis peu. Donc c'est différent. La danse, ça fait partie de moi depuis que je suis née. Donc c'est autre chose, c'est différent. Mais tu vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est que... Mais c'est ça qui est fou aussi avec... il y a plein de choses là qui me viennent à l'esprit, mais notamment les réseaux sociaux. C'est que quand on voit tes vidéos sur les réseaux sociaux, jamais on pourrait se dire la meuf, elle manque de confiance en elle, en fait. Et la danse, en fait, a ce pouvoir de montrer une partie de toi qui existe, mais en fait intérieurement la confiance elle n'est pas forcément tout le temps là quoi, tout le temps présente. Exactement. Est-ce que la danse ça a été aussi, est-ce que la féminité, est-ce que le heels t'a permis de booster cette confiance en toi qui te manquait un peu? Complètement. Ouais. Ah oui, complètement. Le fait de danser sur des talons, en fait, déjà tu es sur des échasses, tu es en hauteur, donc tu prends de la place, tu es en hauteur et en plus de ça, il y a une part de féminité quand tu es sur des talons. Tu t'imposes plus mais en bien fait. sûr. Ouais. Et tout de suite, quand tu regardes une femme en talons, qu'elle danse ou qu'elle danse pas, en fait, tu fais waouh, ok. Si elle sait se tenir, tu vois, elle prend de la place, elle est présente, tu vois. Ouais. Mais alors, tu rajoutes à ça la danse, enfin, tu vois, c'est tout de suite, c'est ok, je prends de la place, je suis confiante, je m'aime, je suis belle. Enfin, il y a toujours des mots en fait qu'on se dit aussi, voilà. Et mais oui, je suis quand même humaine. Hein, c'est pas parce que j'ai une école de danse et que je danse sur des talons. Oui, il y a toujours une part de voilà où je ne peux sur certains sujets évoquer un manque de confiance, tu vois, sur certains sujets, ça c'est sûr. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, enfin moi c'est un peu la lecture que je me fais pas de toi, mais de ce que je vois à travers les réseaux sociaux, à travers notre conversation là depuis tout à l'heure. Tu disais qu'aujourd'hui tu n'enseignes enfin tu es dédiée en tout cas à la féminité. Ouais. Est-ce que c'est parce que pour toi c'est un sujet tellement important que ça en devient moteur pour tout et central dans ton école, dans ta compagnie, dans ta vie? Ouais, il y a... comment expliquer ça? Il y a Parce que tu disais qu'avant, effectivement, tu étais dans le hip-hop, tu étais dans l'urbain, dans le commercial, etc. Et aujourd'hui, tu es 100% dédié à la féminité. Ouais. Est-ce que c'est parce que ce sujet de la confiance en toi, en confiance en soi, est trop important en fait? Il est très important, ouais. Et je trouve maintenant, avec tout ce qui se passe dans ce bas monde, qu'une femme qui a confiance en elle peut tout faire. Bien sûr, comme je disais, on a toujours des moments où on a des doutes, où on manque de confiance et ça sera toujours parce que certains sujets font que, certaines situations font que, mais on a quand même ce rappel, comment expliquer ça? Le fait d'être une femme, en fait, je trouve que déjà, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais le fait d'être une femme, on porte la vie déjà en nous, tu vois. Rien que ça, on a d'énormes charges sur nos épaules, tu vois. Il y a plein de réponses qui me viennent en fait à cette question-là. Et j'ai jamais réussi à trouver les bons mots en fait pour répondre à ce genre de questions, parce que pour moi c'est très important que la femme ait cette confiance en elle pour évoluer dans tous les sujets, dans toutes les situations. Et donc, le fait d'enseigner la danse sur talons, ou même pas forcément sur talons, mais la danse tout court, et notamment la féminité, donc voilà, fait que tu peux un peu sortir de tes gonds, en fait, et tu peux te montrer tel que tu es, tu vois, aussi. Et t'imposer aussi. Et t'imposer en fait, complètement, sans vraiment réfléchir aussi, tu vois. Super intéressant. Est-ce que tu crois que, pour toi en tout cas, dans le heels que tu enseignes aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ce qui t'importe le plus, ça peut être les deux, ça peut être 50-50, plus, tu me diras, est-ce que c'est l'esthétisme du style qui te plaît ou c'est justement ce qu'il y a derrière, à savoir tout ce qu'on évoque là, la confiance en soi, les deux, etc. Les deux.
Ouais. Moi, j'ai les deux. L'esthétisme, moi, effectivement, quand c'est bien fait, quand c'est joli à regarder, en fait, je trouve que c'est magnifique. En fait, tu peux être bouche bée devant une femme qui danse en talons, surtout s'il y a la technique qui vient aussi avec, etc. Après, il y a le côté. Alors, ça, c'est plus l'esthétisme. Quand je regarde une femme danser qui a la technique, etc., qui envoie du lourd et qui a cette confiance en elle, je trouve ça magnifique. Je suis bouche bée. Et quand je vois une femme qui ça c'est mon plus grand, mais comment dire, ma plus grande fierté. Donc là, je vais parler de mes élèves. Quand je vois mes élèves qui ont ce manque de confiance en elles au début du cours, il suffit d'un cours, des fois. Et je leur dis, elles se reconnaîtront en plus. Je leur dis des fois dans des stages ou dans des cours où je suis bouche bée aussi parce que je vois qu'au début du cours, elles sont hyper introverties, qu'elles osent pas se mettre devant, qu'elles ont peur d'aller devant, qu'elles ont peur de se regarder dans le miroir. Donc ça, c'est un manque de confiance aussi. Et que tu vois que à la fin du cours, elles ont enlevé le haut, clairement. Elles ont enlevé le haut, elles se sont habillées autrement. Elles ont pris de la place, en fait. Tu dis, ok, il suffit d'un cours, en fait, des fois, simplement pour leur donner un petit déclic. Et qui va leur servir dans leur vie, quoi. Ah, mais oui, mais combien de fois, en fait, j'ai pu voir et entendre des élèves me dire, Mag, tu sais pas ce que tu m'as procuré dans tes cours, que ce soit moi ou d'autres professeurs du studio, par exemple, tu vois. J'ai changé de métier, j'ai osé faire ci, j'ai osé faire ça, j'ai quitté mon mec. Tu vois, c'est fou, mais elles ont osé en fait prendre leur place, tu vois. Donc je trouve ça dingue. Pour moi, le pouvoir de la danse. Exactement, le pouvoir de la danse. Je trouve ça fou. Donc les deux, en fait, que ce soit l'esthétisme ou cette place qu'elles puissent prendre, tu vois, en termes de confiance en soi et d'évolution. Je trouve ça magnifique. Vraiment, dans les deux cas, c'est magnifique. Trop bien. Voilà. Du coup, là, c'est ta vraie première rentrée qui va approcher. Oui. Dans le sens où tu as ouvert ton école en janvier. En octobre 2025. Oui, donc tu avais passé la rentrée officielle, entre guillemets, mais pour autant, ça a quand même cartonné. Oui. Et là, c'est ta première rentrée septembre qui approche. Et du coup, tu disais là à Bali que tu as des mails, que tu veux répondre à tout ça. Comment tu appréhendes ta rentrée, justement ? Oui, effectivement, j'ai plein de mails et de messages sur Instagram auxquels je n'ouvre pas et je m'excuse à tout le monde, auprès de tout le monde, parce que je ne vous réponds pas tout de suite, mais je suis en vacances. Bah oui. Voilà, après l'année que je viens de passer, j'avais besoin de vacances, donc j'ai besoin de couper, mais je vais vous répondre. Comment j'appréhende ? Déjà, je vais être aidée de quelqu'un, donc je ne serai plus toute seule, donc pour m'aider à faire de la com sur les réseaux et peut-être aussi donc répondre à certains mails. Là, je vais répondre quand même avant la rentrée, bien évidemment. Donc, j'appréhende la rentrée, mais avec enthousiasme. Donc, j'ai envie, j'ai hâte parce qu'effectivement, ce sera la première vraie rentrée. Voilà, avec une vraie rentrée, quoi. Et même avec un gala de danse à la fin de l'année, quoi. Trop bien. Voilà. Tu sais déjà où il aura lieu ou pas ? Oui, bien sûr, j'ai déjà tout. Ok. Mais elles sont pas toutes au courant, donc Ok, là, elles donc vont on peut-être peut la pas prendre dans dire. le podcast. Tu veux le dire ou pas ? Enfin, c'est comme tu veux. Non, je leur Non, dirai. Il y aura un gala, mais Il y je vous aura dirai un quand, quel jour, quelle heure. En bientôt. temps et en heure. Voilà, en temps et en heure. Trop bien, j'aime trop tout ce qu'on se dit. Je voulais terminer le podcast avec le yoga. Oui. Parce que tu es aussi professeur de yoga, tu as eu ta formation en 2023, c'est ça ? Ouais, exact. Vinyasa ? Oui. Ok. Et, Vinyasa et Hatha. Et Hatha aussi, Ouais. les deux ? Ouais, les deux. Ah ouais. Du coup, c'était quoi Je crois que je l'ai vu de toute manière dans ta bio, mais t'as un 300 heures, c'est ça ? 200. Un 200 heures ? Ouais. Ok. Et dans ce 200 heures, c'est les deux ? Ouais, il y Hatha avait et les deux. Ok. 3 semaines, j'ai fait. Pour toi, c'est quoi le point de rencontre justement entre le Heels et le yoga ? Je trouve la respiration, j'ai envie de te dire. La respiration, ouais. Parce que en yoga, tu lâches prise en respirant, et en heels aussi, le fait d'apporter, pas que en heels, mais en vrai, dans la danse, tu respires aussi. Ouais. Je leur dis souvent à mes élèves de respirer, et certaines postures me viennent là dans ma mémoire, dans ma tête, où tu approches la respiration avec le mouvement dans certaines positions de heels, en fait, qui font que tu vas un peu plus loin dans tes postures. C'est pareil dans le yoga, du coup. Et je trouve que ça se complète vachement bien, parce que le yoga, tu as la fluidité du yoga. Là, si je parle du vinyasa, parce que c'est plus fluide pour moi le vinyasa, et c'est ce que je propose le plus. Le vinyasa, pour moi, peut être une danse, peut se marier avec la danse, ce qui fait que c'est beaucoup plus fluide.
Et puis tu allies donc souplesse et en même temps gainage, donc renforcement musculaire en même temps, tout en mettant le côté un petit peu plus esprit, j'avais parlé en anglais, esprit, corps-esprit, voilà, le côté corps-esprit, le côté let go, oh my god, le côté lâcher prise, le côté, tu vois. Et en heels, bah, c'est pareil, le côté lâcher prise, le côté respirer, où tu respires dans certaines postures. Tu es obligé d'avoir un peu plus de souplesse quand même, ce serait bien dans certaines postures, c'est beaucoup plus joli. En talons. Et pareil pour le côté renfort, c'est obligatoire. Le gainage, tout ça, pour tenir sur des talons, c'est obligatoire. Est-ce que du coup, dans tous les cours de heels, alors les tiens certainement qu'il y a de l'influence yoga, forcément que tu amènes du gainage, de la souplesse, etc. Est-ce que c'est dans tous les cours de heels comme ça ou pas? Non. Okay. Non. Donc tes élèves, elles apprennent la technique heels, mais elles apprennent aussi finalement à comment renforcer le corps et l'assouplir et prévenir des blessures, j'imagine. Oui, bien sûr. Après, dans les cours d'1h15 que je propose, on n'a pas forcément tout le temps de le dire, mais c'est vrai que elles le savent déjà bien, j'essaye de le dire un maximum. Un cours de heels, c'est un cours de heels. Donc, c'est pas un cours de stretching et de pilates ou de renforcement musculaire. Donc, elles doivent s'alimenter sur ces disciplines-là aussi pour pouvoir être plus à l'aise en talons. Donc, ça, c'est obligatoire. Par contre, dans mes échauffements en talons, qui durent quand même bien 20-25 minutes, mon échauffement, il y a des postures de yoga. Ouais. Je fais des postures de yoga, je fais du gainage. Voilà, j'essaye, comme j'adore en fait le yoga, je trouve que c'est quelque chose qui échauffe vachement le corps et qui met bien le corps en mouvement en fait. Donc je propose ce genre d'échauffement là, donc en yoga, mais c'est pas tous les profs ne font pas ça. Ah ouais. Elles font un échauffement basique rapide. Ou rapide, non pas trop, parce que mes profs du studio font un vrai bon échauffement. Hein. On fait tout un vrai bon échauffement, les chevilles, tout ça, mais moi le mien va plus s'apparenter au yoga, bah oui, bien sûr. plutôt qu'à l'échauffement de danse basique, tu vois. Et le yoga est arrivé comment? Enfin, je veux dire. Question de santé aussi. Chaque fois, tous les déclics que j'ai eus dans ma vie, c'était une petite santé, en fait, un petit down de ma santé qui a fait que. Qui a fait qu'on t'a conseillé de faire du yoga ou qui a fait que par toi-même, tu as ressenti l'envie de. J'ai ressenti l'envie de faire du yoga. Et juste avant de faire du yoga, en fait, je me suis. Pendant 1 an ou 2, j'arrêtais pas de me bloquer les cervicales. D'ailleurs, alors ça, c'est pour tout le monde qui m'écoute. Franchement, on va vous conseiller, si vous avez un bobo, de faire du pilates, du yoga ou quoi qu'est-ce, faites-le vraiment parce que je trouve que c'est ça qui m'a aidée, moi, personnellement, à ne plus avoir ces contractions musculaires au niveau des cervicales et des trapèzes, où j'étais constamment en train de me bloquer. Ouais. Mais tous les mois, j'étais chez l'ostéopathe. En même temps, quand on vous voit danser en heels... figure-toi qu'à l'époque, je faisais pas encore à fond le heels. Parce que punaise, quand je vois les vidéos de heels, je me dis, mais les cervicales... pour le coup, c'était pas... C'est pas forcément cette discipline. Ça, ouais. C'était, je sais pas pourquoi, c'était, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais honnêtement, j'avais beaucoup de tension au niveau cervical, je pouvais plus tourner la tête, j'arrivais même plus à conduire, enfin c'était horrible, jusqu'à que je commence le yoga. Et depuis que j'ai commencé le yoga, je ne me bloque plus, jamais, mais au grand jamais, les cervicales. Pourtant, c'est exigeant aussi, certaines postures en yoga pour les épaules, pour les trapèzes. Enfin, je trouve qu'on peut facilement parce que je me suis renforcée. Ouais, tu t'es renforcée, tu avais un manque de renforcement. Je me suis renforcée à travers le yoga, en fait. Donc, pour le coup, le yoga, pour moi, je trouve que c'est pluridisciplinaire. Ah ouais. Stretching, renforcement musculaire et mind and body, quoi. Ouais, totalement. Voilà. Ouais. Génial. Demain, justement, demain ça veut rien dire pour les personnes, mais je vais conseiller justement un cours qui s'appelle Inside Flow, qui est du vinyasa chorégraphié en fait. Ouais. Tu verras c'est incroyable ce cours. Mais j'ai trop hâte. Tu as des séquences, tu apprends des séquences, puis ensuite tu vas les mêler ces séquences sur une musique à un moment précis de la musique. C'est vraiment. Moi, ça a été une révélation. Ça m'a beaucoup inspiré pour potentiellement faire quelque chose avec le pilates, tu vois. Enfin bref, ça a été vraiment une très belle rencontre. Ça ne sera pas le même prof que tu vas avoir toi demain, mais ça reste la même marque de fabrique, la même discipline. Donc, tu me diras ce que tu en penses. Avec grand plaisir. Trop bien. Trop bien. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités.
c'est qu'est-ce qui fait selon toi un danseur, une danseuse performante sur le long terme? Sur le long terme, pour moi déjà oui c'est la discipline, la rigueur. Ça c'est clair et net. L'exigence mais pas trop. Parce que par exemple moi je suis trop exigeante avec moi-même et je me trouve dure avec moi-même du coup. À force d'être trop exigeante, je suis trop dure avec moi-même. Donc trouver le bon équilibre avec soi-même, avec son exigence, sa rigueur, sa discipline aussi. Il ne faut pas trop en faire non plus parce que ça risque de... Enfin, des fois, je trouve qu'il y a deux écoles. Moi, je dis qu'il faut s'écouter, en fait. Il ne faut pas trop en faire non plus parce que ça peut te tuer. Ça peut te faire vraiment beaucoup de mal. Donc, trouver l'équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre. Et l'équilibre, pour toi, il vient de quoi? Il vient de... Comment on peut trouver l'équilibre, tu vois? Si quelqu'un se dit, ouais, mais elle me dit de trouver l'équilibre, mais comment je trouve mon équilibre? Est-ce que je dois être entourée de personnes? Qu'est-ce que toi, ça t'évoque? De trouver l'équilibre, déjà, il faut tester. Donc, je suis toujours une personne qui teste tout. Je teste jusqu'à ce que je trouve justement le juste milieu et ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Donc, si tu vois que c'est trop pour toi, que tu es allé trop loin avec toi-même, que tu as mal au corps, que tu as mal à la tête, que tu as mal à l'esprit, que c'est too much, tu en as trop gros sur la patate, il faut que tu redescendes un petit peu. Voilà. Et si tu trouves que c'est pas assez, pour moi, si tu trouves que c'est pas assez, que tu donnes pas assez, que c'était trop mou, trop molle, qu'il y a un truc qui va pas, c'est là que tu ajustes. C'est à toi de voir en fait, fais des tests. Juste teste au maximum et teste au minimum et après trouve ton juste milieu. Ouais, de voir ça comme un jeu peut-être aussi, de se dire allez, en fait c'est pas du temps perdu de tester. Tu vois, souvent, enfin moi personnellement ça a été pendant longtemps ça, c'est oui mais si je teste, c'est de la perte de temps en fait. Donc il faut que je donne tout et en fait non, ça au final c'est voué souvent à l'échec. Enfin moi je sens que mon corps m'a lâché aussi par rapport à ça, tu vois, d'avoir été dans le trop, dans ce trop exigeant, de trop faire, etc. Mais oui, en fait, il faut se dire aussi que la vie, elle est longue et qu'on a le temps de tester. Bien sûr. Et c'est le dernier épisode, justement, Elsa. Je ne sais pas si tu la connais, elle vient de Chambéry. Elle est beaucoup à Aix-les-Bains, justement. Elsa Pecé. Je te montrerai. Ouais. Et je crois que c'est elle qui disait, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est elle qui parlait du jeu. De jouer, elle disait par exemple qu'elle prenait des cours à droite à gauche, qu'elle n'hésitait pas à revenir à un style de danse qu'elle ne connaissait pas. Elle venait en tant que débutante pour juste le plaisir de jouer, de tester, d'essayer en fait. Donc, c'est ça. Ah mais oui, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. C'est jouer, exactement, tester, jouer, apprendre en fait. Peu importe. Et puis on a le temps en fait. On a l'impression qu'on n'a jamais le temps. En fait, il y a le temps. C'est drôle. C'est moi qui dis ça, mais c'est la vérité en vrai. On a le temps et on a le temps de se connaître en fait et d'apprendre à se connaître. Donc faut tester. Donc l'équilibre pour moi il vient en se challengeant au maximum et en faisant rien, en étant au minimum. Et si on trouve que le minimum c'est suffisant pendant un temps, bah, c'est très bien. Si on trouve que le challenge au max du max, c'est trop, et bah redescends un peu. Le yin et le yang, quoi. Le yin et le yang, mais carrément, c'est carrément ça. Le féminin, le masculin, l'équilibre. Voilà. On apprend ça ici aussi. Hein. Donc ouais, c'est complètement ça, vraiment. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire ou est-ce que pour toi, non, écoute, moi j'étais très contente de répondre à tes questions. Puis en plus de ça, ça m'a remis un petit peu dans l'énergie, le mood, tu vois, qui va arriver là bientôt, c'est-à-dire l'ouverture, la rentrée, l'ouverture de l'école et tout, parce que j'avais mis ça complètement de côté. Et en même temps, c'est bien de le mettre de côté. Très bien, ce qu'il fallait. De temps en temps, je vais le faire parce que j'en ai aussi besoin. Voilà l'équilibre, par exemple. Parce que si on reprend justement ce qu'on disait juste avant, je me suis challengée à mort cette année en ouvrant cette école, où j'ai pas pris de vacances, où j'ai tout donné de mon maximum. Et du coup, c'est mon corps et mon esprit qui ont été impactés. Donc j'étais, je le vois bien sur mon corps, je l'ai vu sur ma fatigue, je l'ai vu hein, vraiment. Et pour moi, là, j'étais au challenge au max du max, quoi. Et là, je suis à un minimum où je ne fais rien parce que c'est les vacances, c'est très bien. Mais le fait de parler avec toi de tout ça, ça me remet un peu dans le game et je me dis, ça me manque un peu et j'ai envie d'y retourner.
Et je sais que la rentrée prochaine, je vais trouver mon équilibre. Parce que du coup, je serai plus sur une ouverture d'entreprise. Je serai dans la 2e année. Du coup, il y aura quand même des périodes challengeantes, évidemment. Mais je vais trouver mon équilibre à m'octroyer des moments de repos, de vacances ou des moments pour moi-même. À pas penser à l'autre, à l'école, tu vois, parce que ça c'est très important. Donc on a l'impression que quand on est chef d'entreprise, du coup c'est l'entreprise est avant tout. Oui, je suis d'accord parce que c'est important, mais il y a soi-même pour éviter les burn-out, il y a soi-même d'abord aussi quand même. C'est d'abord se préserver. Donc voilà. Trop bien. Et Oui. merci infiniment. Merci à toi, j'étais trop contente. Moi aussi. Comme on dit ici, Terima Trimakasi. kasih. Terima kasih. Oui, namasté ou Namasté Trimakasi. Mais ouais. Sama-sama. Sama. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.